Une femme qui te cherche aujourd'hui et t'ignore demain n'est pas un mystère. C'est un test de ta stabilité, de ton centre et de la rapidité avec laquelle tu perds la tête quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège. Ils désespèrent, écrivent trop, demandent ce qui s'est passé, sacrifient leur dignité pour un peu d'attention. Et à ce moment-là, sans s'en rendre compte, ils perdent le respect, l'attraction et le contrôle de la situation. Cette vidéo est un guide psychologique et comportemental pour les hommes qui en ont assez de se sentir comme s'ils marchaient sur un terrain émotionnel instable. Ici, nous allons parler clairement, sans fioritures ni détours. Lorsqu'une femme alterne entre le froid et le chaud, elle n'évalue pas si tu es bon, intéressant ou suffisant. Elle évalue ton autocontrôle. Elle observe si tu es un homme solide ou un homme qui se plie face à l'incertitude. Il ne s'agit pas de la manipuler, il s'agit d'arrêter de te manipuler toi-même avec la peur, l'anxiété et les pensées infondées. Lorsque tu réagis avec désespoir, tu éteins l'attraction. Lorsque tu maintiens ton essence, ton rythme et ta vie, tu la ravives. Tout au long de la vidéo, tu comprendras pourquoi sa distance n'est pas une sentence et comment la transformer en un avantage. Tu apprendras à te retirer sans peur, à reconstruire ta valeur de l'intérieur, à montrer des progrès sans les expliquer et à retrouver ton centre émotionnel pour que son comportement cesse de t'affecter. Reste jusqu'à la fin. Si tu écoutes ceci avec l'esprit ouvert, tu vas changer la façon dont tu réponds et quand tu changes ta réponse, tu changes toute la dynamique. Ici, tu commences à arrêter de poursuivre et tu commences à attirer. 1. Retire-toi sans peur. Marcher derrière une femme qui alterne entre proximité et distance ressemble à poursuivre ton reflet dans un miroir d'eau. Tu le touches et il disparaît. Tu l'ignores et il se reforme, plus net qu'avant. Ce mouvement n'est pas un hasard. Cette oscillation existe pour mesurer ton centre. Et ici, beaucoup d'hommes se détruisent eux-mêmes parce qu'ils confondent la distance avec le rejet, alors qu'en réalité, c'est un test de stabilité émotionnelle que tous ne passent pas. Te retirer sans peur n'est pas un acte d'orgueil, c'est un acte de pouvoir. C'est ta façon de montrer que tu ne réagis pas comme un enfant qui a besoin d'attention urgente, mais comme un homme dont le monde ne se déséquilibre pas par un silence, un changement de ton ou une réponse froide. Elle observe chaque détail. Elle observe si tu te troubles, si tu te désespères, si ton anxiété te pousse à lui écrire, à te justifier, à chercher des explications que personne n'a demandées. C'est pourquoi te retirer calmement est une déclaration silencieuse mais percutante que tu n'es pas un homme qui se brise sous la pression. Beaucoup font l'erreur de courir après elle quand elle s'éloigne. Ils envoient des messages impulsifs, essaient de résoudre un problème inexistant, cherchent une validation immédiate et pensent qu'ils récupéreront ainsi la connexion. Et tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est de perdre le respect. Le retrait stratégique n'est pas disparaître du monde, c'est revenir à ta vie, à tes routines, à ton but. C'est montrer que ton énergie ne dépend pas de l'état émotionnel de quelqu'un d'autre. Un homme qui se retire sans peur est un homme qui ne négocie pas sa paix. Il ne poursuit pas les explications. Il ne dramatise pas son silence. Il ne s'enfonce pas dans les suppositions. Il continue simplement à avancer, et cette attitude génère un effet psychologique puissant sur elle. Soudain, elle remarque que tu n'es pas là à attendre qu'elle décide si elle te parle ou non, si elle s'approche ou non, si elle te donne de l'affection aujourd'hui et t'ignore demain. Elle remarque que tu as ton propre mouvement. Elle remarque que ta vie n'est pas gelée pendant qu'elle décide comment agir, et cela change complètement la dynamique. Il existe une vérité inconfortable mais réelle. La plupart des femmes ne s'éloignent pas parce qu'elles ne sont plus intéressées. Elles s'éloignent pour voir si tu te désarmes, si tu te brises, si tu perds ton centre. C'est un test inconscient qui révèle immédiatement si tu es un homme émotionnellement fort ou un homme qui dépend de l'attention constante. Lorsque tu ne réagis pas, lorsque tu maintiens ton pas ferme et que tu continues ta vie, quelque chose s'active dans son esprit. Elle ne pense pas,
il ne m'aime plus. Elle pense, je pourrais le perdre. Te retirer sans peur signifie aussi éviter les questions qui te font paraître insécurisé. Ne dis pas, il y a quelque chose qui ne va pas? Ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi es-tu distante? Ces phrases détruisent l'attraction parce qu'elles montrent que tu es anxieux de récupérer quelque chose que, de ton point de vue, tu es en train de perdre. Mais si au lieu de cela, tu gardes le silence, le calme et la fluidité dans ta propre vie, elle sent qu'il y a quelque chose de différent. Elle sent que tu es un homme avec un contrôle émotionnel, avec des limites et avec une structure interne solide. C'est ici que tu te sépares de la majorité. La majorité réagit. Tu réponds. La majorité se désespère. Tu t'organises. La majorité s'accroche. Tu te retires. Et cette différence est ce qui élève ta valeur sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Lorsqu'une femme remarque qu'elle ne peut pas contrôler ton état émotionnel avec sa distance, elle commence à te voir avec d'autres yeux. Et surtout, elle commence à se rapprocher à nouveau. Te retirer sans peur n'est pas abandonner. C'est montrer que ton centre est en toi, pas en elle. C'est le premier pas pour inverser la dynamique, pour récupérer le pouvoir, et pour qu'elle revienne, non pas par pression, mais par curiosité et respect. Tout commence ici. Ici, tu arrêtes de poursuivre et tu commences à attirer. 2. Occupe ton esprit, pas ton anxiété. Imagine ton esprit comme une pièce avec une seule chaise au centre. Si tu ne l'occupes pas, l'anxiété s'y installe sans demander la permission. Et une fois qu'elle s'installe, elle commence à inventer des histoires, à exagérer les silences, à interpréter les regards et à créer des tempêtes où il n'y avait qu'une légère brise. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'une femme prend ses distances et que tu n'as pas ton esprit occupé par ta propre vie. Tu laisses de l'espace libre, et cet espace est rempli par la peur, l'imagination, le besoin, l'obsession, et rien ne détruit plus rapidement l'attraction qu'un homme gouverné par ses pensées plutôt que par son attitude. La plupart des hommes pensent que la distance d'une femme fait mal parce qu'ils la regrettent. Non, ça fait mal parce qu'ils n'ont pas assez de structure interne pour se soutenir eux-mêmes. Ça fait mal parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur temps ni de leur tête quand elle ne répond pas. Et ce vide mental est dangereux car il te pousse à imaginer des scénarios qui n'existent pas, à penser que tu l'as perdue, à croire qu'elle a besoin que tu insistes pour qu'elle revienne. L'anxiété te ment. L'anxiété te pousse à agir par peur. C'est pourquoi tu dois occuper ton esprit avant que l'anxiété ne le fasse pour toi. Lorsqu'une femme devient froide, ta réaction automatique est de vérifier ton téléphone plus souvent, de rester en pause en attendant qu'elle écrive, de ressentir un vide dans la poitrine, de perdre la concentration et de te retrouver piégé dans un cercle mental absurde. C'est alors que tu deviens le genre d'homme qui perd son attrait. Parce que l'anxiété ne te vole pas seulement la paix, elle te vole le pouvoir. Elle te rend impulsif, réactif, nécessiteux. Tu ne peux pas te permettre cela. Ton esprit doit être un territoire gouverné par toi, pas par les émotions du moment. Occuper ton esprit signifie que ta vie ne s'arrête pas pour quelqu'un qui est en train de décider comment bouger. Cela signifie remplir ton agenda avec de l'activité réelle et non avec des pensées. Des objectifs, la salle de sport, le travail, des projets personnels, de nouveaux apprentissages, la famille, les amis, tout ce qui construit ton identité au-delà de toute relation. Lorsque tu as une vie bien remplie, tu n'as pas de place pour l'obsession. Et lorsque tu n'es pas obsédé, ton énergie change, ta présence change, ta vibe change. Une femme ressent la différence entre un homme qui l'attend et un homme qui avance. Occuper ton esprit est aussi un acte de discipline émotionnelle. C'est choisir de ne pas rester dans la chaise vide de l'incertitude. C'est contrôler l'impulsion de vérifier les réseaux, d'analyser les messages, de chercher des indices là où il n'y en a pas. C'est revenir à ta vie chaque fois que ton esprit veut te détourner vers l'anxiété. Cela démontre la maturité. Une femme perçoit quand tu as ton propre monde et quand tu es un homme qui se tient debout.
Elle perçoit quand ta vie continue de fonctionner, même si elle est froide. Et ce contraste est ce qui ravive l'intérêt. Si tu n'occupes pas ton esprit te détruit. Aussi simple que cela. Mais quand tu le remplis de but, d'action et de concentration, il n'y a pas de place pour le désespoir. Et quand il n'y a pas de désespoir, il n'y a pas de besoin. Et quand il n'y a pas de besoin, il y a de l'attrait. Parce qu'un homme qui ne perd pas la tête à cause de la distance est un homme qui dégage de la sécurité, un homme qui inspire, un homme qui attire l'attention sans la demander. Comprends quelque chose de fondamental. La distance féminine n'est pas un signal pour rester immobile en attendant. C'est un signal pour avancer vers toi, pour grandir, pour devenir plus intéressant, plus fort, plus occupé, plus concentré. Chaque minute que tu passes à penser à ce qu'elle fait est une minute que tu perds à construire ce que tu devrais être en train de faire. 3. Construis une valeur qui ne dépend pas d'elle. Il y a une vérité que la plupart des hommes connaissent trop tard. La valeur personnelle est comme une ville. Si tu ne la construis pas brique par brique, tu dépendras de quelqu'un d'autre pour la soutenir. Et quand cette personne s'éloigne, même pour quelques jours, toute ta structure s'effondre. C'est le problème quand ton estime de toi dépend de l'attention d'une femme qui est chaleureuse aujourd'hui et distante demain. Tu ne perds pas quelqu'un. Tu perds le miroir où tu reflétais ta valeur, et c'est pourquoi ça fait si mal. Non pas parce qu'elle est indispensable, mais parce que tu ne t'es pas rendu indispensable à toi-même. La confusion survient quand elle change son comportement et que soudainement tu te sens plus petit, plus insécurisé, plus douteux de toi. Mais tu ne doutes pas de toi, tu doutes de la valeur que tu croyais avoir, parce que tu l'avais construite sur la validation de quelqu'un d'autre. C'est ce qui sépare les hommes émotionnellement forts de ceux qui se brisent au moindre mouvement. Les premiers construisent leur valeur de l'intérieur, les seconds la cherchent à l'extérieur. Tu ne vas plus faire partie du second groupe. Construire une valeur qui ne dépend pas d'elle commence quand tu comprends que l'attraction féminine ne se maintient pas avec de belles paroles, ni avec un effort désespéré, mais avec une identité solide, une identité propre, une identité formée par ce que tu fais, par ce que tu es, par ce que tu construis quand personne ne te regarde. Si une femme est capable de bouleverser complètement ton état émotionnel, juste en s'éloignant un peu, cela signifie que tu n'as pas travaillé sur ta base. Tu vis sur une surface fragile, et il est temps de la renforcer. Ne confonds pas la valeur avec l'arrogance. Ce sont des choses différentes. L'arrogance crie pour être vue, la vraie valeur n'a pas besoin de faire du bruit. Elle existe dans la façon dont tu te comportes quand tu es seul, dans la façon dont tu avances, même si personne ne le célèbre, dans la manière dont tu restes ferme quand on te met à l'épreuve émotionnellement. L'homme qui a de la valeur personnelle ne rivalise avec personne. Il n'essaie pas de convaincre, il ne demande pas d'explication. Il ne réagit pas de manière exagérée à la distance. Il continue simplement d'être qui il est. Et cette constance est ce qu'une femme respecte et recherche, même si elle ne le dit jamais à haute voix. Construire de la valeur signifie travailler sur ton corps pour te voir mieux, sur ton esprit pour penser plus clairement, sur ta vie pour avoir des options, sur tes objectifs pour ne pas dépendre d'un message, pour te sentir complet. Cela signifie avoir une direction, avoir des standards, avoir des limites. Cela signifie savoir que tu peux perdre n'importe qui, sauf toi-même. Et quand tu arrives à ce point, le jeu change. Elle le perçoit. Les femmes sentent toujours quand un homme a une valeur authentique et quand il fait semblant d'être sûr de lui pour les impressionner. Tu ne peux pas les tromper avec ça. Pas du tout. Le comportement froid et chaud révèle souvent quel type d'homme tu es vraiment. Si elle s'éloigne et que tu t'effondres, ta valeur était superficielle. Si elle s'éloigne et que tu restes serein, ta valeur est légitime. C'est pourquoi ce point est crucial. Elle peut changer son attitude autant de fois qu'elle le souhaite, mais si tu restes stable, elle comprend que ton monde ne tourne pas autour d'elle. Et quand une femme ressent cela, quand elle sent que tu es complet sans avoir besoin de son attention, le respect apparaît. Et le respect est le moteur de l'attraction véritable. Construire de la valeur implique aussi de ne pas faire d'elle le centre de ta vie.
Ta vie doit être remplie d'expériences, de croissance, de défis, de discipline, de réalisation. Il doit y avoir du mouvement même quand elle est statique. 4. Transforme sa distance en ton avantage. La distance d'une femme fonctionne comme une ombre projetée sur le mur. Tandis que tu essaies de l'attraper avec tes mains, elle s'échappe. Mais dès que tu restes immobile et en contrôle, l'ombre cesse de bouger et révèle ce qui se passe réellement. C'est exactement ce qui se passe quand elle s'éloigne sans raison apparente. Sa distance n'est pas un mur, c'est un miroir. Et selon ta réaction, ce miroir te montre si tu agis par peur ou par pouvoir. La plupart des hommes interprètent la distance comme une menace, comme un signe que quelque chose ne va pas, comme un avertissement qu'ils vont la perdre. Et à ce moment-là, ils commettent les erreurs qui les enterrent. Ils cherchent des explications, envoient des messages inutiles, demandent pourquoi elle est froide, essaient de récupérer ce qu'ils croient être en train de disparaître. Et sans le savoir, ils font exactement ce qui détruit l'attraction. Elle ne s'éloigne pas pour que tu la poursuives. Elle s'éloigne pour observer comment tu gères l'incertitude. Transformer sa distance en ton avantage nécessite un changement complet de mentalité. Il ne s'agit pas de résister, il ne s'agit pas de l'ignorer par fierté. Il s'agit de continuer à avancer avec une telle naturalité que sa distance ne définit pas ton rythme. Et quand elle perçoit cela, quelque chose change instantanément. Elle ne sent pas que tu te figes en attendant sa réaction. Elle sent que tu continues à grandir sans rien attendre d'elle. Ce mouvement indépendant est ce qui suscite un réel intérêt chez une femme habituée à ce que tout le monde réagisse à ces changements de température émotionnelle. Sa distance devient ton avantage lorsque tu l'utilises comme un terrain fertile pour t'améliorer. Quand tu ne perds pas de temps à te demander « qu'est-ce que j'ai fait ?» mais que tu investis ce temps à aller à la salle de sport, à apprendre quelque chose de nouveau, à travailler sur tes objectifs, à renforcer ta présence. Quand elle s'éloigne et que tu deviens plus discipliné, plus attirant, plus solide, plus concentré, elle le remarque. Et ce contraste entre son froid et ton avancement crée un malaise silencieux dans son esprit. La possibilité qu'elle te perde pendant qu'elle joue à s'éloigner. Cette sensation vaut plus que n'importe quel message que tu pourrais envoyer. Ici, il est crucial de comprendre quelque chose d'essentiel. La distance ne tue pas l'attraction, elle la révèle. Elle révèle quel type d'homme tu es quand on ne te donne pas ce que tu veux. Elle révèle si ton équilibre est authentique ou s'il n'existe que lorsque tu reçois de l'attention. Elle révèle si tu es de ceux qui s'effondrent ou de ceux qui s'élèvent. Et la vérité est simple. Une femme respecte l'homme qui s'élève. Toujours. Transformer sa distance en ton avantage implique aussi de ne pas tout prendre personnellement. La plupart des comportements froids n'ont rien à voir avec toi. Souvent, ce sont des tests inconscients, des moments d'introspection pour elle, ses insécurités, des changements internes qu'elle n'exprime pas, ou de simples fluctuations émotionnelles. Mais quand tu le prends comme une blessure personnelle, tu agis à partir de la réaction infantile et non de la sérénité adulte. Et cela te fait perdre du terrain. L'avantage apparaît lorsque tu profites de ce silence pour te concentrer plus sur ton monde que sur le sien. L'avantage apparaît lorsque sa froideur ne t'éteint pas, mais te stimule. L'avantage apparaît lorsque tu ne te bats pas contre sa distance, mais que tu changes de direction vers toi-même. Et cette direction mène toujours à une amélioration, à une croissance, à une version de toi plus puissante. Une femme observe quand tu ne réagis pas à son éloignement. Elle voit quand tu ne cours pas derrière. Elle remarque quand tu ne te troubles pas. Et ce comportement la déconcerte car ce n'est pas ce qu'elle attend. La plupart des hommes implosent émotionnellement quand elle s'éloigne. Mais pas toi. 5. Montre du progrès sans l'expliquer. Il y a un phénomène curieux dans la nature. Quand un arbre grandit, il ne fait pas de bruit. Il n'annonce pas qu'il étend ses racines, ni ne se vante que ses branches se renforcent. Il grandit simplement, silencieux, constant, inévitable. Et un jour, ceux qui l'entourent le regardent et pensent « Quand est-ce qu'il est devenu cela ?» C'est ainsi que fonctionne le véritable progrès masculin lorsque tu es confronté à une femme qui est froide et chaude. Il ne s'annonce pas, il ne s'explique pas, il ne se justifie pas. Il se montre.
Et ce contraste entre sa distance et ta croissance silencieuse a un impact psychologique plus grand que tu ne l'imagines. La plupart des hommes font l'erreur d'essayer de prouver leur valeur avec des mots. Ils publient des sous-entendus, montrent leur réalisation avec désespoir, se précipitent pour lui dire qu'il change pour voir si cela l'impressionne. Et sans s'en rendre compte, cela détruit l'essence du progrès. Plus tu essaies de convaincre quelqu'un que tu as amélioré, moins tu sembles crédible. La valeur authentique se perçoit, elle ne se déclare pas. C'est pourquoi cette étape est si puissante. Lorsque tu progresses en silence, elle le ressent même avant de le voir. Sa distance devient inconfortable parce qu'elle remarque que tu ne t'arrêtes pas, et à ce moment-là, tu commences à reconfigurer complètement sa perception. Montrer du progrès sans l'expliquer implique que ta vie évolue, non pas pour attirer son attention, mais parce que tu en as besoin. Tes routines s'améliorent, ta discipline augmente, ton physique change, tes objectifs avancent, ta présence devient plus ferme, tu deviens plus sélectif, plus concentré, plus intéressant. Et quand elle remarque ces changements sans que tu les aies annoncés, quelque chose se passe dans son esprit. Elle commence à se demander ce qui se passe avec toi. Elle commence à être curieuse. Elle commence à voir que tu n'es plus le même homme qui était pris au piège dans l'incertitude de son comportement. Le progrès silencieux a aussi un effet émotionnel profond sur toi. Il te force à arrêter d'agir par réaction. Il te force à agir par conviction. Tu ne fais pas les choses pour envoyer un message, tu les fais parce qu'elles sont nécessaires pour devenir l'homme que tu veux être. Et quand un homme agit par conviction, son énergie change. Il devient plus intense, plus présent, plus sûr. Une femme le perçoit même à distance, même s'il ne parle pas pendant des jours. Les femmes ressentent la croissance authentique, parce que ce type d'évolution se reflète dans le comportement, dans la posture, dans la façon d'écrire, dans le rythme de vie. Sans l'expliquer signifie exactement cela. Tu ne justifies pas tes absences, tu n'annonces pas tes objectifs, tu ne cherches pas l'approbation, tu laisses ta vie parler pour toi, tu laisses tes actions expliquer ce que tu essayais auparavant de dire avec des mots. Et cela te donne un avantage qu'elle ne peut ignorer. La plupart restent coincés dans un cycle de stagnation émotionnelle pendant que tu progresses en silence. Ce contraste est puissant, il est réel, il est attrayant. Quand elle se rapproche à nouveau, parce qu'elle le fera tôt ou tard, elle va rencontrer un homme différent de celui qu'elle a laissé en attente. Elle va remarquer que tu n'étais pas arrêté. Elle va remarquer que tu as grandi, que tu as changé, que tu t'es amélioré, que tu n'avais pas besoin d'elle pour évoluer. Cette découverte suscite un respect immédiat. Et le respect ouvre toujours la porte à une nouvelle attraction qui ne dépend plus du jeu froid-chaud, mais de la force qu'elle perçoit en toi. Montrer du progrès signifie aussi que tu t'éloignes du besoin de prouver. 6. Sois subtilement imprévisible. L'attraction fonctionne comme un feu de camp. Si tu t'approches trop, tu l'étouffes. Si tu t'éloignes trop, elle s'éteint. Mais lorsque tu maintiens un rythme imprévisible juste au bon endroit, la flamme grandit sans que tu aies à la souffler. C'est ce que font les hommes qui savent gérer la psychologie féminine sans tomber dans des jeux absurdes. Ils ne deviennent pas des acteurs ni des manipulateurs, ils permettent simplement que leur énergie ne soit pas prévisible. Et cette imprévisibilité stratégique est l'une des forces les plus puissantes lorsque tu as affaire à une femme qui est chaude aujourd'hui et distante demain. Être subtilement imprévisible ne signifie pas disparaître sans raison, ni agir avec immaturité. Ce n'est pas ignorer, ce n'est pas punir, ce n'est pas faire la même chose qu'elle fait pour voir si ça fait mal. C'est un comportement d'enfant. Ce que tu vas appliquer est une forme mature d'imprévisibilité basée sur un principe simple. Cesser d'être un homme dont le comportement peut être anticipé. Quand elle sait exactement comment tu vas réagir, elle perd de l'intérêt. Quand elle ne sait pas, elle devient curieuse. Et la curiosité est le moteur principal qui fait qu'une femme revient sans que tu aies à lever le petit doigt. La plupart des hommes sont trop linéaires. Si elle écrit, ils répondent immédiatement. Si elle s'éloigne, ils se désespèrent. Si elle montre de l'affection, ils se donnent complètement.
Si elle devient froide, ils entrent en crise. C'est un comportement prévisible, plat, ennuyeux. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de contraste, il n'y a rien qui retienne son attention. Elle sait exactement ce qui va se passer, et cela tue l'attraction sans que tu t'en rendes compte. Être subtilement imprévisible, c'est ajuster ta présence. Parfois être présent calmement, d'autres fois continuer ta vie sans être disponible tout le temps. Parfois répondre avec énergie, d'autres fois brièvement. Parfois écrire en premier, d'autres fois ne pas écrire du tout. Non pas parce que tu suis des règles, mais parce que tu n'es pas émotionnellement attaché à chaque mouvement qu'elle fait. Cette indépendance naturelle crée une imprévisibilité authentique. La clé est de ne pas chercher à ce qu'elle réagisse. La clé est de vivre de manière si active, concentrée et équilibrée que tes actions ne suivent plus le rythme de ses émotions, mais le rythme de ta vie. Et quand cela se produit, ta présence devient moins répétitive, moins évidente, moins accessible. Tu deviens un homme qui a son propre flux, son propre agenda, ses propres intérêts, ses propres temps. Cela déconcerte une femme qui est habituée aux hommes qui tournent autour d'elle. L'imprévisibilité subtile implique également que tu ne donnes pas toujours le même type d'attention. Parfois tu es chaleureux, parfois tu es calme. Parfois tu approfondis la conversation, parfois tu gardes une distance émotionnelle sans justification. Cet équilibre crée un contraste qui active un instinct psychologique en elle, le besoin de te comprendre. Et quand une femme veut te comprendre, elle veut se rapprocher. Mais voici le plus important, l'imprévisibilité ne fonctionne pas si tu la simules. Elle doit naître d'un style de vie réel. Si tu deviens imprévisible avec une intention manipulatrice, elle le sent. Si tu deviens imprévisible parce que tu es plein d'activités, d'objectifs, de mouvements et de buts, elle le sent encore plus. L'authenticité est toujours perçue. Et tu veux qu'elle perçoive la force, pas une stratégie bon marché. 7. Maintien des standards fermes. Une relation sans standard est comme une maison sans fondation. Tu peux la décorer, tu peux la peindre, tu peux la remplir de meubles coûteux, mais au premier tremblement, elle s'effondre complètement. C'est ce qui se passe quand un homme n'a pas de limite, ne sait pas ce qu'il mérite et accepte n'importe quel comportement pour ne pas perdre une femme. Elle ne te respecte pas, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle remarque que tu ne te respectes pas. Les standards ne sont pas des règles rigides, ils sont la structure émotionnelle qui t'empêche de devenir quelqu'un de manipulable, d'insécurisé ou de désespéré. Ils sont le filtre qui sépare ce qui te construit de ce qui te détruit. Quand une femme agit de manière froide et chaude, la première chose qu'elle observe n'est pas ta réaction immédiate, mais combien tu tolères, combien d'instabilité tu permets. Combien d'incohérences tu laisses passer, combien d'inconsistances tu es prêt à accepter sans rien dire. Un homme qui permet trop devient un homme facile à manipuler. Un homme qui sait où sont ses limites est un homme qui ne se plie pas, même quand il aime quelqu'un. Et cette fermeté est magnétique. Maintenir des standards fermes ne signifie pas être agressif ou contrôlant. C'est avoir une clarté totale sur la façon dont tu souhaites être traité et ce que tu ne vas pas accepter, peu importe à quel point elle est belle ou combien tu es intéressé. Cela signifie que tu ne tolères pas le manque de respect, que tu ne reçois pas des miettes émotionnelles, que tu n'acceptes pas des excuses constantes, que tu ne justifies pas des comportements qui te blessent. Cela signifie que tu n'es pas disponible pour quelqu'un qui n'apparaît que quand cela lui convient. Tu n'es pas une station où l'on arrive quand il fait froid et que l'on abandonne quand il y a du soleil. Ta présence est un privilège, pas une échappatoire émotionnelle. Beaucoup d'hommes baissent leurs standards par peur de la perdre, et c'est là que la tragédie se produit. La peur détruit toutes les limites. Elle te fait accepter des choses qui vont à l'encontre de tes valeurs. Elle te fait justifier des froideurs, des absences, des mauvais traitements ou des attitudes ambiguës. Elle te fait penser que, si je supporte un peu plus, elle reviendra aussi chaleureuse qu'avant. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Quand tu baisses tes standards, elle baisse son respect. Quand tu maintiens tes standards, elle augmente son intérêt. Un standard ferme et simple.
Tu ne cours pas après quelqu'un qui n'est pas présent. Tu n'insistes pas là où il n'y a pas de réciprocité. Tu ne restes pas dans un cycle émotionnel qui t'épuise. Tu n'es pas là pour être une deuxième option. Et le plus important, tu ne permets pas que son comportement détermine ta valeur. Tu décides quand une dynamique n'est plus acceptable. Tu décides quand tu as besoin de distance. Tu décides quel type d'interaction est digne de ton temps et lequel ne l'est pas. La fermeté ne se démontre pas avec des mots, elle se démontre avec des décisions, avec des actions qui montrent que ton bien-être passe avant tout. Quand elle s'éloigne sans explication, tu ne demandes pas désespérément ce qui se passe. Quand elle te répond de manière froide, tu ne compenses pas en étant plus tendre. Quand elle te traite avec indifférence, tu ne lui donnes pas plus d'efforts. Quand son intérêt est intermittent, tu ne restes pas coincé en attendant qu'un jour elle se stabilise. Tu te stabilises, tu fixes le rythme, tu décides quelle place elle occupe dans ta vie. Quand elle voit que tu as des standards, que tu n'acceptes pas d'être traité de n'importe quelle manière, que tu te donnes ta place non pas à partir de l'ego, mais à partir de la dignité, quelque chose change dans sa perception. Elle commence à comprendre qu'elle ne peut pas jouer avec tes émotions, qu'elle ne peut pas disparaître et revenir comme si de rien n'était, qu'elle ne peut pas tester ta tolérance infinie parce que tu ne l'as pas. Elle commence à voir que tu n'es pas comme les autres. 8. Contrôle tes émotions avant d'agir. Les émotions internes fonctionnent comme un cheval sauvage. Si tu le montes sans savoir comment le gérer, il te renverse. Si tu le ligotes trop fort, il se blesse et devient plus indomptable. Mais quand tu apprends à le diriger avec calme et fermeté, il devient ta force la plus puissante. De la même manière, fonctionne l'esprit masculin quand une femme est froide un jour et chaude le lendemain. L'impulsion naturelle te pousse à réagir, à écrire, à exiger de la clarté, à chercher des réponses immédiates. Mais chaque réaction impulsive est comme lâcher le cheval juste au moment où il a le plus besoin de guidance. Et ce dérèglement est ce qui détruit le plus l'attraction. L'homme qui ne contrôle pas ses émotions tombe dans les mêmes erreurs encore et encore. Il écrit de longs messages pour clarifier. Il demande des explications qu'elle ne compte pas donner. Il désespère quand elle met du temps à répondre. Il se compare aux autres hommes. Il a peur de la perdre. Il agit par panique, par doute, par manque. Et elle perçoit tout ce tourbillon émotionnel, même si tu ne le verbalises pas. Les femmes ressentent l'énergie d'un homme instable, et l'instabilité émotionnelle est l'antidote parfait contre l'intérêt. Contrôler tes émotions avant d'agir ne signifie pas réprimer ce que tu ressens. Cela signifie le diriger. Cela signifie comprendre que la première impulsion est presque toujours la pire. La réaction immédiate est celle qui naît de la peur. La réponse réfléchie naît de la force. Et tu as besoin de devenir un homme qui répond, pas un homme qui réagit. Cette transition est ce qui sépare un homme émotionnellement mature d'un homme émotionnellement dépendant. Quand elle se distancie, ton premier réflexe peut être de lui écrire. Ne le fais pas. Quand elle répond sèchement, ton réflexe peut être de lui montrer de l'affection pour compenser. Ne le fais pas. Quand elle se montre indifférente, ton réflexe peut être de demander pourquoi. Ne le fais pas. Chacune de ces actions révèle une insécurité, pas un intérêt véritable. Elle révèle que tu es plus préoccupé par la peur de la perdre que par le maintien de ton propre centre. Et cette préoccupation excessive est exactement ce qui éteint l'attraction. Le contrôle émotionnel implique d'attendre, laisser la première vague se calmer, penser avant d'agir, respirer avant d'envoyer un message, reconnaître que tes émotions ne peuvent pas prendre le contrôle. La plupart des hommes qui perdent une femme ne la perdent pas à cause de ce qu'ils ressentent, mais à cause de la façon dont ils agissent quand ils ressentent. L'émotion ne te détruit pas, la réaction si. Contrôler tes émotions signifie aussi interpréter son comportement d'un point de vue rationnel, pas émotionnel. Si elle est distante, cela ne signifie pas qu'elle t'a déjà oublié. Si elle est froide, cela ne signifie pas qu'elle ne se soucie pas de toi. Si elle met du temps à répondre, cela ne signifie pas qu'elle t'a remplacé. Mais quand tu es émotionnellement déréglé, ton esprit crée des histoires négatives sans fondement.
et ces histoires te poussent à agir de manière à l'éloigner. La clarté émotionnelle te permet de voir les choses telles qu'elles sont, pas comme ton anxiété veut que tu les vois. L'attraction féminine repose sur un principe simple. L'homme émotionnellement stable gagne toujours. L'homme émotionnellement impulsif perd toujours. Une femme peut être complexe, changeante, émotionnelle, mais ce qu'elle cherche chez un homme, c'est l'équilibre. Quelqu'un qui ne s'effondre pas à cause d'un changement d'attitude. Quelqu'un qui garde le contrôle même en situation d'incertitude. Quelqu'un qui ne fait pas d'un petit éloignement un drame. Quelqu'un qui a suffisamment d'intelligence émotionnelle pour ne pas saboter la connexion. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, une question peut être une arme. Elle pénètre directement dans ton esprit, sans permission, cherchant à bouger tes émotions pour voir si elles parviennent à te briser. Toutes les questions ne veulent pas de réponse. Certaines veulent ton équilibre. Elles veulent ton doute. Elles veulent ta réaction. C'est le problème des questions manipulatrices. Elles arrivent déguisées en intérêt, en préoccupation ou en affection. Mais leur véritable objectif est simple, mesurer combien de contrôle elles ont sur toi. Es-tu sûr? Pourquoi es-tu comme ça? As-tu un problème avec moi? Ne serait-ce pas de ta faute? Crois-tu vraiment que tu peux? Chacune est conçue pour te faire vaciller, pas pour te comprendre. C'est pourquoi cette vidéo existe, pour t'apprendre à protéger ton esprit lorsque quelqu'un essaie d'y entrer avec une intention cachée, pour que tu ne tombes pas dans les provocations émotionnelles, pour que tu ne donnes pas d'explications que tu ne devrais pas, et pour que tu puisses répondre depuis ton centre, pas depuis l'insécurité. Ici, nous parlerons clairement, sans fioriture, avec le ton que la réalité exige, ferme, sérieux et conscient. Parce que la manipulation ne se combat pas en étant gentil, mais en étant stable. Et un homme qui maîtrise son silence, sa réaction et sa limite, est quelqu'un que personne ne peut bouger avec une simple phrase. Si tu es ici, c'est parce que tu en as assez que de petites questions aient du pouvoir sur toi. Cette vidéo te montrera comment le récupérer. Elle t'apprendra à identifier le piège, à garder ton calme et à ne permettre à personne de définir ta valeur, ton émotion ou ta direction. Reste. C'est ce qui te manquait pour arrêter de tomber dans les jeux émotionnels et commencer à répondre comme quelqu'un qui ne se laisse plus contrôler. 1. Identifie l'intention réelle derrière leurs questions. Certaines questions sont comme des portes que quelqu'un ouvre sans toucher. Tu es tranquille dans ton espace mental, et soudain, une voix entre comme si elle avait le droit d'être là. Elle ne vient pas pour te comprendre, elle vient pour vérifier à quel point ta stabilité est forte, à quel point il est facile de bouger tes émotions, et jusqu'où elles peuvent aller sans que tu le remarques. C'est pourquoi la première étape est d'apprendre à voir au-delà des mots et à lire l'intention qui se cache derrière. Toutes les questions ne sont pas innocentes, et tu le sais. Ce que tu prenais auparavant pour de simples doutes, aujourd'hui, tu dois les observer comme des signaux qui te montrent si cette personne est intéressée par toi ou intéressée à te contrôler. Quand quelqu'un te pose une question qui te met mal à l'aise, qui te fait te sentir coupable ou qui te fait sentir que tu dois te justifier, arrête-toi une seconde et analyse pourquoi il a dit cela. Cherchait-il à éclaircir quelque chose ou cherchait-il à te déstabiliser? La manipulation émotionnelle est rarement directe, elle est subtile, presque élégante. Elle se cache derrière des phrases comme « je ne fais que demander »,« je veux juste comprendre »,« ne te fâche pas mais ou c'est pour ton bien ». Identifier l'intention est un acte de lucidité, et la lucidité naît lorsque tu cesses de réagir automatiquement. Pense à combien de fois tu as répondu à une question qui ne méritait pas de réponse. Combien de fois tu as essayé d'expliquer quelque chose que personne n'avait le droit de remettre en question? C'est là que tu perds du pouvoir sans t'en rendre compte.
Parce que le manipulateur ne veut pas d'information. Il veut observer ta réaction. Il veut voir si tu doutes, si tu te justifies, si tu te brises. Quand il reconnaît qu'il peut te bouger émotionnellement, il a déjà l'avantage. C'est pourquoi il est si important que tu écoutes au-delà du ton et au-delà des mots. Observe le modèle. Les questions arrivent toujours quand tu es tranquille. Elles apparaissent chaque fois que tu prends une décision importante. Elles surgissent juste quand tu commences à avancer, à t'éloigner ou à faire quelque chose qui te rend plus fort émotionnellement. Une personne qui te veut stable ne te fait pas douter constamment. Une personne qui te respecte ne te manipule pas en déguisant son insécurité en préoccupation. La clé est de se rappeler que chaque question a un but psychologique. Certaines cherchent la connexion, d'autres cherchent la clarté, d'autres cherchent à blesser. Et les plus dangereuses sont celles qui cherchent à te faire remettre en question ton propre jugement. Parce que quand elles réussissent à te faire douter de toi, tu deviens manipulable, tu commences à consulter, à justifier, à demander l'approbation sans t'en rendre compte. Et là, ton autonomie mentale commence à s'éroder peu à peu. Un homme qui se protège émotionnellement regarde l'intention avant la phrase. Si quelqu'un te demande pourquoi tu es si distant, l'interprétation dépend de l'histoire. Te le demande-t-il parce qu'il veut se rapprocher ou parce qu'il veut reprendre le contrôle qu'il a perdu quand tu as cessé d'être prévisible? Si quelqu'un te dit « tu es sûr que tu n'exagères pas », demande-toi s'ils sont vraiment intéressés par ton bien-être ou s'ils veulent minimiser ta perception pour que tu reviennes à leur rythme. Lire l'intention est ta défense la plus puissante. Parce que quand tu comprends pourquoi on te pose une question, tu ne tombes plus dans le piège de répondre par nécessité. Tu réponds avec clarté. Et parfois, la réponse n'est pas de parler, c'est d'observer en silence. Et ce silence en dit plus que n'importe quelle explication. Identifie l'intention et tu verras comment la manipulation perd de sa force. Personne ne peut contrôler un homme qui sait lire le mouvement caché derrière les mots. C'est la première étape pour retrouver ta stabilité mentale et commencer à agir depuis ton centre, pas depuis ce que les autres essaient de provoquer en toi. Valorise ta sensibilité comme ton guide interne. La sensibilité est comme un radar silencieux qui capte ce que tes yeux ne voient pas encore. Parfois, tu ressens un malaise avant de comprendre pourquoi, tu perçois une tension avant d'entendre des mots blessants, ou tu remarques une double intention avant que la conversation n'atteigne le point critique. Ce radar ne se trompe pas, mais beaucoup d'hommes l'ignorent parce qu'ils ont grandi en pensant que ressentir trop est une faiblesse, alors qu'en réalité, c'est l'un des outils psychologiques les plus puissants que tu as pour te protéger de la manipulation. Ta sensibilité n'est pas une fragilité, c'est une perception. C'est de l'intelligence émotionnelle à l'état pur. Quand quelqu'un te pose une question avec du venin émotionnel, ton corps réagit généralement avant ton esprit. Un petit nœud dans la poitrine, une pression dans la gorge, une pensée qui te dérange, sans savoir pourquoi. C'est ton guide interne qui te dit que quelque chose ne va pas, que cette question ne cherche pas la connexion, mais le contrôle. Si tu ignores ce signal interne, tu deviens vulnérable, mais si tu le reconnais et l'écoutes, tu deviens quelqu'un de difficile à manipuler parce que tu apprends à détecter l'intention avant de tomber dans le piège. Valoriser ta sensibilité signifie arrêter de bloquer ce que tu ressens et commencer à l'interpréter. Observe comment ton intérieur change quand quelqu'un te pose une question qui n'a pas de bonne intention. Ta tranquillité est perturbée, ton esprit s'accélère un peu, tes émotions se tendent. Ce n'est pas une exagération, c'est de l'information. C'est ton radar émotionnel qui te prévient que tu entres dans une dynamique où tu pourrais perdre en clarté. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils ressentent quelque chose, mais le rejettent pour ne pas paraître dramatique. Alors que le bon réflexe est de donner de l'importance à cette réaction parce qu'elle te protège. Quand quelqu'un te pose une question qui te fait douter de toi-même sans raison, ta sensibilité l'enregistre, te donne un avertissement, te murmure littéralement « attention ». Cet avertissement n'est pas une faiblesse, c'est une alerte précoce. C'est pourquoi,
Valoriser ta sensibilité t'immunise, car tu ne te déconnectes plus de ta vérité interne pour t'adapter à la narration de l'autre. Il est également important de comprendre que ressentir ne te rend pas moins masculin, cela te rend plus conscient. Un homme qui n'écoute pas sa sensibilité devient facile à manipuler, car il interprète tout à partir de la logique superficielle et non à partir de l'énergie émotionnelle qui anime vraiment les interactions humaines. La sensibilité te permet de remarquer les micro-expressions, les tons de voix, les silences gênants, les changements d'attitude, les intentions cachées. C'est un super pouvoir que tu n'as même pas besoin d'activer. Il est déjà en toi. Tu dois juste apprendre à lui faire confiance. Quand une question manipulatrice arrive, ta sensibilité est généralement la première à la détecter. Elle te fait sentir que la conversation se contamine, que l'énergie change, que la personne ne cherche pas la clarté, mais un avantage psychologique, qu'il y a une pointe cachée derrière le mot. Utilise-le à ton avantage. Au lieu de répondre rapidement, écoute ce que tu ressens et laisse cette sensation guider ta réaction. Si quelque chose ne te semble pas correct, ce n'est pas le cas. Valoriser ta sensibilité signifie aussi ne pas justifier ce qui te dérange. Si une question te fait te sentir sous pression, confus ou observé avec une intention étrange, cette sensation a un but, elle te dit que l'intention derrière n'est pas pure. Et tu n'as pas besoin de preuves logiques pour valider ce que ta sensibilité a déjà détecté, parce que ton guide interne arrive toujours en premier. 3. Applique le silence stratégique face aux provocations. Il y a des provocations qui arrivent comme des coups de vent. Tu ne les vois pas venir, mais tu les ressens dans la façon dont elles te bouleversent à l'intérieur. C'est comme marcher tranquillement et sentir que quelqu'un laisse tomber une pierre dans l'eau juste pour voir si elle crée des ondes. Cette pierre est la question manipulatrice et tu es l'eau. Ce qu'ils cherchent est simple. Voir si tu réagis, voir si tu te troubles, voir s'ils peuvent encore provoquer un mouvement émotionnel en toi. C'est là que ton arme la plus puissante entre en jeu, le silence stratégique, ce silence qui n'est pas un manque de réponse, mais une décision consciente de ne pas donner ta stabilité. Beaucoup de gens confondent le silence avec la faiblesse. Ils pensent que celui qui se tait perd, alors qu'en réalité, le silence est pure maîtrise émotionnelle. Parler est facile, réagir est automatique, mais rester calme quand on essaie de te pousser est un signe de maîtrise de soi, de clarté et de maturité psychologique. Le silence stratégique n'est pas une fuite, c'est une protection. C'est ta façon de dire que tu ne participeras pas à leur jeu sans avoir à prononcer un seul mot. Et le plus intéressant, c'est que celui qui essaie de te manipuler dépend de ta réaction. Il a besoin que tu parles, que tu expliques, que tu te justifies, que tu te défendes. Quand tu ne le fais pas, sa stratégie perd immédiatement de sa force. Le silence stratégique fonctionne parce qu'il coupe le flux émotionnel que l'autre personne essaie de créer. Si tu réponds rapidement, tu tombes dans son rythme. Si tu essaies de te justifier, tu lui donnes des informations sur tes points faibles. Si tu exploses, cela confirme qu'il peut te contrôler. Si tu restes silencieux, tu lui fermes la porte. C'est psychologique, c'est comportemental et c'est profondément efficace. Le manipulateur ne sait pas quoi faire quand il ne peut pas lire ta réaction. Le silence le déconcerte, le déstabilise, l'oblige à se révéler car tout à coup, il n'a plus l'avantage émotionnel qu'il cherchait. Appliquer le silence stratégique ne signifie pas rester figé ni agir passivement. Cela signifie observer avant de répondre, respirer avant de réagir, analyser avant de te laisser provoquer. Quand quelqu'un te pose une question avec une intention cachée comme « Pourquoi es-tu comme ça ?», tu exagères sûrement. Qu'est-ce qui te prend maintenant? Ou tu ne devrais pas te sentir comme ça? Ton silence leur montre qu'ils n'ont plus accès à ton esprit, que tu contrôles le rythme et que tu n'entreras pas dans des dynamiques qui épuisent ton énergie. Il est également important de comprendre que le silence stratégique n'est pas une indifférence froide, c'est de l'auto-soin. C'est te choisir avant le conflit. C'est protéger ton énergie au lieu de la donner. C'est agir depuis ton centre au lieu d'être emporté par les émotions de l'autre.
Quand quelqu'un se rend compte qu'il ne peut plus te perturber, la dynamique change complètement. Tu cesses d'être une personne qui réagit et tu deviens quelqu'un qui décide comment et quand répondre. Appliquer le silence stratégique donne également à l'autre personne l'espace pour montrer qui elle est vraiment. Si sa question était sincère, elle respectera ton calme. Si elle était manipulatrice, elle insistera, se sentira mal à l'aise, fera pression ou changera d'attitude. Le silence révèle l'intention de l'autre sans que tu aies à faire quoi que ce soit. C'est un outil psychologique qui met la vérité sur la table sans effort. Celui qui maîtrise le silence maîtrise la provocation, et celui qui maîtrise la provocation maîtrise sa vie émotionnelle. Parce que personne ne peut contrôler un homme qui sait rester immobile quand on veut le bouger, personne ne peut manipuler quelqu'un qui ne réagit pas impulsivement, et personne ne peut déstabiliser celui qui a appris à utiliser le silence comme sa défense la plus intelligente. 4. Maintiens tes limites sans les expliquer. Il y a des limites qui fonctionnent comme une clôture électrique, non pas parce qu'elles font mal, mais parce qu'elles rendent clair qu'elles ne doivent pas être franchies. Une personne peut s'approcher, observer, essayer de la contourner, voire te provoquer pour voir si tu l'éteins toi-même. Mais si cette clôture reste ferme, tôt ou tard, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas y entrer. Tes limites fonctionnent de la même manière. Elles sont cette barrière invisible qui protège ta dignité, ton temps, ton énergie et ta stabilité mentale. Le problème survient lorsque tu essaies de les expliquer. Parce qu'au moment où tu justifies une limite, tu l'affaiblis automatiquement et tu la transformes en quelque chose de négociable. La manipulation émotionnelle grandit sur le terrain où tu sens que tu dois expliquer pourquoi tu te protèges. Et non, tu n'as pas à expliquer quoi que ce soit. Si quelqu'un est contrarié parce que tu ne lui donnes pas un accès total à ta vie, c'est un reflet de ses besoins, pas de tes obligations. Maintenir des limites sans les expliquer est un acte de force intérieure et de clarté mentale, car tu dis sans mots, je décide jusqu'où ton influence va dans ma vie. Et cette phrase, même si tu ne la prononces pas, se ressent. Quand une personne avec une tendance manipulatrice rencontre quelqu'un qui pose des limites sans se justifier, elle se déstabilise. Ils étaient habitués à avoir un accès libre à tes émotions, à ton temps ou à tes décisions. Et tout à coup, ils trouvent une porte fermée. La réaction est généralement prévisible. Ils commencent à poser des questions comme « Pourquoi es-tu comme ça ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Pourquoi es-tu distant ? Ou pourquoi ne fais-tu plus confiance ?» Ils ne cherchent pas à comprendre, ils cherchent à te faire sentir coupable de te protéger. Ta tâche n'est pas de leur expliquer quoi que ce soit, c'est de maintenir ta limite. Une limite expliquée se transforme en débat. Une limite maintenue sans mots devient une réalité immuable. Quand tu dis simplement « je ne peux pas, je ne veux pas » ou « ce n'est pas le moment » sans entrer dans les détails, tu envoies un message psychologique profond « tu n'as pas accès à ma vulnérabilité ». Et cela, pour celui qui cherche à te contrôler, est une perte de pouvoir qu'il ne tolère pas facilement. C'est pourquoi ils insisteront, questionneront ou essaieront de te sortir de ton centre. Ne tombe pas dans ce piège. Tes limites n'ont pas besoin de longues introductions, ni de discours sur tes émotions, ni de manuels d'instruction. Elles ont besoin de cohérence, elles ont besoin de fermeté, elles ont besoin de répétition, sans modification. Si tu expliques toujours pourquoi tu dis non, ce que l'autre personne entend, c'est « essaie un peu plus, et peut-être que je céderai ». Si tu maintiens ta limite sans te justifier, l'autre personne comprend, tôt ou tard, que cette limite est réelle, pas une invitation à discuter. Il est également important que tu comprennes quelque chose de clé, tes limites ne sont pas là pour contrôler quelqu'un, elles sont là pour te contrôler toi. Elles ne sont pas là pour manipuler le comportement des autres, elles sont là pour protéger ta tranquillité. Les maintenir sans les expliquer t'évite de t'épuiser émotionnellement en essayant de convaincre les autres que ton bien-être est valide. Souviens-toi que les bonnes personnes respectent tes limites sans te demander d'explications. Les mauvaises personnes te demandent des explications parce qu'elles ne pensent pas les respecter. C'est la différence.
Quand quelqu'un essaie de franchir une de tes limites avec des questions manipulatrices, ce qu'ils espèrent, c'est que tu te justifies. Quand tu maintiens tes limites avec fermeté et sans explications inutiles, quelque chose change en toi. Tu deviens solide, tu deviens clair, tu deviens quelqu'un qui ne se déplace plus par peur, culpabilité ou pression. Et quand tu changes, la manipulation se désintègre. Parce que personne ne peut contrôler un homme qui maintient ses limites sans s'excuser de les avoir. 5. Libère-toi de la culpabilité qui n'est pas la tienne. La culpabilité d'autrui fonctionne comme un sac à dos que quelqu'un essaie de te faire porter sans que tu t'en rendes compte. Tu marches, tu avances, tu travailles sur toi-même, et soudain, cette personne te dit une phrase qui pèse plus lourd que n'importe quel fardeau physique. Elle ne te dit pas ouvertement que tu es responsable de ce qu'elle ressent, mais elle le suggère avec une précision chirurgicale, comme si le malaise émotionnel qu'elle porte en elle était de ta faute. Ce sac à dos ne t'appartient pas, mais si tu n'y prends pas garde, tu finiras par le porter pendant des jours, des semaines ou des mois. Et c'est exactement ce qu'ils cherchent, que tu portes un poids émotionnel qu'ils ne sont pas prêts à porter. La culpabilité est l'outil préféré de la manipulation émotionnelle. Non pas parce qu'elle est bruyante, mais parce qu'elle est efficace. Lorsqu'une personne réussit à te faire sentir coupable, elle obtient un accès direct à ton comportement. Tu deviens plus conciliant, plus vulnérable, plus disposé à faire des choses que tu ne veux pas faire juste pour soulager ce malaise artificiel. C'est pourquoi tu dois apprendre à identifier quand la culpabilité vient de toi et quand elle vient des autres. Il y a des personnes qui, au lieu d'assumer leur responsabilité, préfèrent la transférer. Quelque chose les dérange, et ils te disent « Je ne sais pas ce qui ne va pas chez toi, mais tu me fais te sentir mal », alors que le problème n'est pas ton attitude, mais leur interprétation. Ou ils te disent « J'ai pensé que tu te souciais plus », essayant de te faire sentir que tu ne donnes pas assez, alors qu'en réalité, il n'y a jamais eu d'accord clair sur ce que tu devrais donner. Ou ils te lancent des phrases comme « Je m'attendais à plus de toi », qui sonnent constructives, mais qui sont conçues pour te faire douter de ta valeur. Chacune de ces phrases est une tentative de placer sur tes épaules un poids qui ne t'appartient pas. Te libérer de la culpabilité d'autrui nécessite deux choses, la clarté et le courage. La clarté pour reconnaître que tu n'es pas responsable des émotions, des décisions ou des réactions des autres. Et le courage de ne pas tomber dans le jeu du sauvetage, cette impulsion à tout réparer pour que l'autre personne ne se sente pas mal. Cette impulsion est ton ennemi, car elle te pousse à porter des culpabilités qui ne sont pas les tiennes, juste pour maintenir la paix, alors que la véritable paix vient de rester fidèle à toi-même sans craindre de décevoir les autres. Tu n'es pas responsable de ce que quelqu'un invente dans sa tête. Tu n'es pas responsable de guérir les insécurités des autres. Tu n'es pas responsable de l'humeur émotionnelle de personne. Tu n'es pas responsable de contrôler comment les autres interprètent tes limites, ton silence ou tes décisions. Chaque personne est maître de son monde intérieur et tu n'as pas l'obligation de le soutenir. Te libérer de la culpabilité signifie aussi arrêter l'habitude de t'excuser pour tout. Combien de fois as-tu demandé pardon juste pour éviter un conflit alors que tu n'avais rien fait de mal ? Combien de fois as-tu assumé le rôle de pacificateur émotionnel pour que l'autre personne n'explose pas, même si cela signifiait avaler ton malaise? Chaque excuse injustifiée renforce l'idée que tu es coupable, même quand tu ne l'es pas. Lorsque quelqu'un essaie de te manipuler en utilisant la culpabilité, n'explique pas, ne te défends pas et ne porte pas ce qui ne t'appartient pas. Observe, respire. Reconnais le schéma. Si la personne répète ce comportement chaque fois qu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut, alors elle ne cherche pas le dialogue, elle cherche le contrôle émotionnel. C'est le moment exact où tu dois lâcher le sac à dos avant qu'il ne pèse plus lourd. Lorsque tu arrêtes de porter les culpabilités des autres, quelque chose change profondément en toi. Tu récupères de l'espace mental, tu récupères ta dignité, tu récupères ta clarté. La culpabilité cesse d'être une chaîne et devient un signal qui te rappelle que ta valeur ne dépend pas de la satisfaction des attentes injustes. 6.
Avance sans chercher l'approbation externe. L'approbation externe est comme un miroir placé par d'autres personnes, un miroir qui ne reflète pas qui tu es, mais qui ils espèrent que tu sois. Tu te regardes dedans et ton image change selon l'humeur, l'intention ou l'insécurité de celui qui le tient. Un jour tu te vois fort, le lendemain tu te vois insuffisant, non pas parce que tu as changé, mais parce qu'ils ont bougé le miroir. Et si tu dépends de ce reflet pour avancer, tu es condamné à marcher dans la vie sans direction propre, guidé par des opinions étrangères qui n'ont pas à définir ton chemin. Chercher l'approbation est un piège silencieux. Cela commence par quelque chose de petit. Tu veux éviter de décevoir quelqu'un, tu veux qu'il comprenne tes décisions, tu veux qu'il valide ta façon de penser. Mais peu à peu, ce désir devient une dépendance. Tes mouvements deviennent plus doux, tes décisions plus incertaines, tes limites plus souples. Tu deviens quelqu'un qui agit pour ne pas déranger, pour ne pas provoquer, pour ne pas perdre l'acceptation. Et c'est là que la manipulation trouve son terrain parfait. Quand quelqu'un sait que tu cherches l'approbation, il sait exactement où appuyer. Il te pose des questions conçues pour te faire douter de toi-même, comme sûrement tu ne devrais pas penser comme ça. Ne penses-tu pas que tu te trompes? Ou avec cette attitude, tu n'iras pas loin. Ce ne sont pas des conseils, ce sont des hameçons émotionnels. Ils cherchent à voir si tu changes ta position juste pour éviter de te sentir en désaccord avec eux. Ils cherchent à vérifier si ton jugement dépend du leur. Et si tu tombes dans ce piège, tu perds ton pouvoir interne instantanément. Avancer sans chercher l'approbation externe signifie retrouver ton autonomie mentale. Cela signifie agir selon tes principes, pas selon les attentes des autres. Cela signifie prendre des décisions sans attendre d'applaudissements et les maintenir sans craindre la critique. L'approbation ne doit pas être ton carburant, elle doit être un simple bruit de fond. Si elle arrive, tant mieux. Si elle n'arrive pas, tu continues à avancer de la même manière. Cela implique aussi de comprendre que tu n'as pas à expliquer ton évolution à personne. Il y a des gens qui vont te questionner simplement parce que ta croissance les dérange, parce que tu te diriges vers un endroit où ils ne peuvent plus te manipuler, influencer tes émotions ou contrôler tes décisions. Quand tu avances sans demander la permission, leur insécurité est exposée. Et c'est pourquoi ils te posent des questions comme « Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu changes ? Pourquoi tu n'es plus le même ?» Ils ne cherchent pas à te comprendre, ils cherchent à ce que tu reviennes au point où tu étais plus manipulable. Pour arrêter de chercher l'approbation, tu dois accepter quelque chose de fondamental. Tout le monde ne comprendra pas ton chemin, et ils n'ont pas à le faire. Ta vie n'est pas une assemblée publique où tout le monde vote sur tes décisions. Ta vie est à toi. Et si chaque pas que tu fais est conditionné par ce que les autres pensent, tu ne construiras jamais une identité solide. Le stoïcisme le rend clair. Celui qui vit selon l'opinion d'autrui ne vit jamais vraiment. Quand quelqu'un te pose des questions avec l'intention de juger ton avancement, ne réponds pas par le besoin d'être approuvé. Réponds à partir de ta clarté, même si cette clarté est un simple « j'ai déjà décidé » ou « ce n'est pas un sujet à discuter ». Tu n'as pas à justifier ta croissance, ni tes limites, ni tes choix. Les gens qui te respectent comprennent que ton jugement a de la valeur. Les gens qui te manipulent ont besoin que tu doutes de lui pour maintenir leur influence sur toi. Avancer sans chercher l'approbation signifie aussi tolérer l'inconfort émotionnel de ne pas plaire à tout le monde. Et c'est bien. Tu n'es pas ici pour plaire au monde. Tu es ici pour évoluer. Tu es ici pour être quelqu'un qui s'écoute lui-même avant les opinions qui tentent de le modeler. 7. Reconnais quand c'est un dialogue et quand c'est une manipulation. Reconnaître la différence entre un dialogue et une manipulation est comme apprendre à distinguer entre une corde et un serpent dans l'obscurité. À première vue, ils semblent être la même chose, mais l'un te sert à avancer et l'autre te mord quand tu t'y attends le moins. Beaucoup de gens parlent, posent des questions et conversent, mais tous ne le font pas avec clarté ni avec respect. Certains utilisent leurs mots comme des ponts pour se connecter, d'autres les utilisent comme des pièges pour dominer.
Et si tu n'apprends pas à identifier cette différence, tu finiras par t'engager dans des conversations qui t'épuisent, qui te confondent et qui te font te sentir petit sans raison. Le dialogue est horizontal. La manipulation est verticale. Dans un dialogue, les deux parties cherchent à se comprendre, même si elles pensent différemment. Dans la manipulation, une partie cherche à ce que tu renonces à ta clarté pour t'aligner avec son besoin. Et l'outil le plus courant pour y parvenir sont les questions déguisées en intérêt. Des questions qui ne veulent pas savoir ce que tu ressens, elles veulent le modeler. Elles ne veulent pas comprendre ton point de vue, elles veulent l'affaiblir. Elles ne veulent pas converser, elles veulent contrôler la narration. Quand une conversation est un dialogue, tu ressens de l'espace. Tu peux parler sans peur, tu peux penser librement, tu peux dire non sans culpabilité. Mais quand c'est une manipulation, tu ressens de la pression, de l'inconfort, de la confusion, comme si chaque mot que tu disais était utilisé contre toi ou interprété de la manière la plus pratique pour l'autre. C'est le premier indicateur que ton corps te signale avant ton esprit. L'inconfort soudain n'est pas une exagération, c'est de l'intuition. L'un des signes les plus clairs de manipulation est lorsque la personne n'écoute pas vraiment tes réponses. Elle te pose des questions, mais elle interrompt, minimise, change de focus ou te met dans un coin émotionnellement pour obtenir la réaction qu'elle désire. Elle ne s'intéresse pas à ce que tu dis, elle s'intéresse à ta réaction. Son but n'est pas la clarté, c'est le contrôle. En revanche, dans un dialogue authentique, tes réponses ont de la valeur, elles génèrent de la réflexion, elles construisent une connexion. Un autre signe important est le schéma émotionnel que la conversation génère. Si chaque fois que tu parles avec cette personne, tu finis par te sentir coupable, douteux, anxieux ou avec le sentiment que tu dois te défendre, tu n'es pas dans un dialogue, tu es manipulé. Le dialogue te rend plus clair, la manipulation te rend plus confus. Le dialogue te fait te sentir vu, la manipulation te fait te sentir observé. Le dialogue t'aide à grandir, la manipulation te fait reculer. Tu dois aussi faire attention à l'intention cachée. Dans une conversation saine, l'intention de l'autre est de comprendre, de collaborer ou de résoudre. Mais dans la manipulation, l'intention est de te pousser émotionnellement vers un point spécifique. C'est pourquoi il pose des questions comme « Tu es sûr que c'est de ta faute? Ne penses-tu pas que tu exagères? Pourquoi réagis-tu toujours ainsi? Ou penses-tu vraiment que tu fais ce qu'il faut ?» Il ne pose pas de questions. Il guide ton esprit vers un endroit où tu deviens plus vulnérable. Reconnaître la manipulation implique de garder ton esprit éveillé pendant que ton extérieur reste calme. Tu n'as pas à te battre, tu n'as pas à crier, tu n'as pas à te défendre avec désespoir. Tu as juste besoin de voir l'intention réelle. Quand tu y arrives, tu retrouves automatiquement ton équilibre. Parce que tu comprends que la conversation n'est pas un échange honnête, mais une tentative de bouger tes émotions. Et si tu ne participes pas à ce jeu, le jeu tombe. Le dialogue et la manipulation utilisent des mots, mais produisent des effets complètement différents. Le dialogue te fait te sentir libre. La manipulation te fait te sentir piégé. Le dialogue t'invite. 8. Maintiens ta vérité avec calme et fermeté. La vérité personnelle ressemble à une colonne de pierre au milieu d'une tempête. Le vent essaie de la plier, la pluie essaie de l'éroder, même des mains étrangères essaient de la déplacer. Mais si la colonne est bien construite, elle ne se brise pas, elle ne se penche pas, elle ne change pas de forme selon la pression extérieure. Ta vérité doit être ainsi. Pas une idée rigide par entêtement, mais une conviction interne qui ne s'effondre pas chaque fois que quelqu'un la remet en question, avec une question chargée de manipulation émotionnelle. Quand une personne veut te déstabiliser, elle n'attaque pas tes paroles, elle attaque ta certitude. Elle ne dit pas que tu as tort, mais es-tu sûr? Ne penses-tu pas que tu exagères? Ne crois-tu pas que ta version est fausse? Et si tu te trompais? Ils ne cherchent pas à éclaircir, ils cherchent à te briser de l'intérieur. Ils cherchent à semer le doute pour entrer dans ton esprit et réécrire ce que tu avais déjà défini clairement.
C'est pourquoi maintenir ta vérité avec calme et fermeté est l'une des compétences les plus importantes que tu peux développer. Ta vérité n'a pas besoin de volume, elle a besoin de stabilité. La manipulation émotionnelle se nourrit de ta réaction impulsive, mais s'affaiblit lorsque tu réponds avec sérénité. Une réponse calme désarme la stratégie immédiatement, car elle montre que tu n'es pas confus, que tu ne cherches pas l'approbation, que tu n'essaies pas de convaincre qui que ce soit. Tu te rappelles simplement qui tu es et ce que tu sais. Et cela dérange profondément celui qui espérait voir de l'insécurité dans tes yeux. Maintenir ta vérité ne signifie pas se battre, discuter ou expliquer trop. En fait, plus tu expliques, plus tu ouvres d'espace pour que d'autres interviennent dans ton récit. La véritable fermeté est silencieuse, concise et directe. Quand tu dis « c'est ce que je pense » ou « c'est ainsi que je le vois » sans fioritures émotionnelles, tu montres que tu n'es pas prêt à céder ta clarté pour plaire à personne. Et cette attitude change la dynamique instantanément. Beaucoup de gens utiliseront des questions pour te pousser à renoncer à ta perception. Des questions qui semblent innocentes, mais qui sont conçues pour que tu doutes de ton intuition, de tes limites, de tes décisions. Ne tombe pas dans la fraude émotionnelle de croire que tu dois justifier chaque partie de ta vérité. Une vérité solide ne se révise pas chaque fois que quelqu'un lève un sourcil. Elle se maintient avec calme, même lorsque l'autre personne insiste, presse ou essaie de modifier le cours de la conversation. Maintenir ta vérité implique aussi d'accepter que tout le monde ne la comprendra pas. Et c'est bien. Tout le monde n'a pas ton contexte, ton expérience, ta sensibilité ou ta capacité de discernement. Tu n'es pas obligé de les convaincre. Ta responsabilité n'est pas qu'ils te comprennent, c'est que tu ne te trahisses pas. Chaque fois que tu renonces à ta vérité pour que quelqu'un d'autre se sente à l'aise, tu te brises un peu à l'intérieur. Et cela, avec le temps, te rend manipulable. Le calme est ton allié ici. La fermeté est ton bouclier. Si tu te troubles, tu perds ta stabilité interne. Si tu te justifies trop, tu ouvres des portes. Si tu doutes de toi-même, la manipulation trouve un terrain fertile. Mais quand tu maintiens ta position sans élever la voix, sans perdre ton sang-froid et sans changer ton récit selon la pression extérieure, tu deviens inébranlable. Maintenir ta vérité avec calme et fermeté signifie aussi reconnaître que ta perception est valide. Si quelque chose te dérange, te fait mal ou te semble injuste, tu as le droit de le ressentir ainsi. Tu n'as pas besoin de preuves pour valider ton expérience émotionnelle. La manipulation essaiera toujours de minimiser ce que tu ressens pour que tu te taises. Toi, en revanche, tu dois rester conscient que tes sensations, limites et perceptions ne sont pas ouvertes à la discussion. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran, la vie te frappe plus fort lorsque tu ne vois pas clairement. C'est pourquoi, avant de devenir fort, tu as besoin de t'arrêter et de comprendre où tu te tiens. Cette vidéo commence ainsi, avec l'idée que la véritable force ne naît pas lorsque tu fais du bruit, mais lorsque tu oses regarder à l'intérieur sans fuir. Si tu veux construire un esprit solide, tu devras te retirer du chaos, arrêter de réagir impulsivement et commencer à observer ta vie avec la même froideur qu'un stratège étudie une carte. Ici, nous ne parlons pas de motivation vide, nous parlons de silence, de solitude, de limites, de pouvoir intérieur. Nous parlons d'arrêter de mendier la clarté à l'extérieur et de commencer à la fabriquer à l'intérieur de toi. Cette vidéo va te conduire à des endroits inconfortables, ton ombre, tes blessures, tes schémas, ton besoin d'approbation. Mais elle va aussi te montrer le chemin pour devenir quelqu'un qui ne se brise plus, qui ne supplie plus, qui ne réagit plus, qui ne se perd plus dans le bruit émotionnel des autres. Si tu es prêt pour cela, reste. 1. Retire-toi pour voir clair.
Imagine-toi entrant dans une pièce où les lumières sont allumées, mais toutes dirigées vers ton visage. Tu ne vois rien devant toi, seulement des éclats gênants qui te forcent à plisser les yeux. Si tu veux distinguer ce qui t'entoure, tu n'as pas besoin de plus de lumière, tu as besoin de faire un pas en arrière. Tu as besoin d'éteindre le bruit visuel qui t'aveugle, d'ajuster la distance, de changer ta position. La clarté n'arrive pas avec force, elle arrive avec distance. C'est cela se retirer, ne pas fuir, ne pas se rendre, mais reculer suffisamment pour voir ce que tu ne pouvais pas reconnaître auparavant. La plupart des gens ont peur de l'idée de se retirer parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre quelque chose, qu'ils vont rester en arrière, que les autres vont avancer pendant qu'ils s'arrêtent. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que continuer à avancer sans clarté est pire que de s'arrêter. Tu avances, oui, mais vers quoi? Vers une erreur répétée, vers une relation qui ne t'apporte plus rien, vers une conversation où tu dis ce que tu ne penses pas, vers des décisions prises à partir de l'impulsion et non de la conscience. Se retirer est l'acte le plus stratégique qu'une personne qui a décidé d'arrêter de vivre à l'aveuglette peut faire. Quand tu te retires, les bruits commencent à se séparer. Ce qui semblait auparavant un seul chaos devient des signaux différenciés. Tu reconnais quelle émotion vient de toi et laquelle vient des autres. Tu distingues ton intuition de la peur. Tu perçois ce qui te dérange vraiment et ce qui n'a fait qu'effleurer ton ego. Et c'est ici que la partie la plus difficile commence. Accepter ce que tu vois. Parce que se retirer te montre des vérités inconfortables sur les personnes, les situations et aussi sur toi-même. Et ça fait mal. Mais cette douleur est nécessaire, c'est le prix de la clarté. Carl Jung disait que la personne qui regarde vers l'extérieur rêve, mais celle qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Se retirer est précisément ce pas vers l'intérieur. C'est ce silence où tu découvres quelle partie de toi est en action, quelle partie de ton ombre te pousse, quelles blessures te font réagir comme tu réagis. Quand tu ne te retires pas, tu agis de manière automatique. Quand tu te retires, tu choisis consciemment. Et c'est là que commence la véritable transformation. De plus, se retirer te rend quelque chose que tu as perdu sans t'en rendre compte. Le contrôle sur ton énergie. Quand tu es impliqué dans des discussions, des attentes d'autrui, des impulsions émotionnelles et du bruit externe, ton énergie se disperse, s'échappe, se dilue. Mais quand tu te retires, elle revient. Tu commences à sentir que ton esprit s'organise, que ton corps se repose, que ta respiration revient à son rythme naturel. Tu retrouves ton centre, et une personne qui retrouve son centre devient plus difficile à manipuler, plus difficile à confondre, plus difficile à abattre. La clarté que tu obtiens en te retirant n'est pas une clarté émotionnelle et fragile. C'est une clarté qui se ressent comme un sol solide sur lequel tu peux enfin te tenir debout et décider avec maturité. Tu commences à remarquer des schémas. Tu te rends compte de qui parle à partir de ses blessures et de qui parle à partir de sa conscience. Tu comprends quelles batailles valent ton énergie et lesquelles cherchent seulement à t'épuiser. Tu découvres que souvent, ce n'était pas que tu ne savais pas quoi faire, mais que tu étais trop près du feu pour penser calmement. Te retirer ne te rend pas froid, il te rend conscient, il ne te rend pas distant, il te rend précis. Il ne te transforme pas en quelqu'un qui se cache, il te transforme en quelqu'un qui observe avant d'agir. Et ce sont ces personnes qui cessent de réagir impulsivement et commencent à se déplacer avec intention. Des personnes qui ne vivent plus dans la confusion, mais éveillées. Des personnes qui ne font plus de pas par inertie, mais par clarté. 2. Contrôle ta réaction. Peu de choses révèlent plus sur une personne que les 3 premières secondes après un choc émotionnel. C'est comme une photographie instantanée de l'âme. Imagine que quelqu'un te lance une étincelle allumée. Si tu réagis immédiatement, l'étincelle se transforme en feu. Mais si tu tiens le moment, si tu l'arrêtes dans l'air, tu peux l'observer assez longtemps pour décider quoi en faire. Contrôler ta réaction, c'est exactement cela. Maîtriser l'intervalle entre le stimulus et ta réponse. Transformer cet instant en ton territoire et non en celui du monde. La plupart des gens réagissent par instinct, pas par conscience. Ils répondent pour défendre leur ego, pour gagner une dispute, pour prouver un point,
pour ne pas se sentir inférieur. Mais ces réactions impulsives ne te rendent pas fort, elles te rendent prévisible. Et une personne prévisible est facile à manipuler. Si quelqu'un sait ce qui te fait réagir, il sait comment te contrôler. Si quelqu'un sait quels mots te brisent, il sait comment te dominer. C'est pourquoi contrôler ta réaction n'est pas un acte de passivité, c'est un acte de pouvoir. Quand tu contrôles ta réaction, la conversation change, l'énergie change, la dynamique change. Tu n'es plus la personne qui répond sans réfléchir, tu es la personne qui choisit. Et choisir est un privilège que seuls ceux qui se connaissent ont. Cela ne signifie pas refouler tes émotions, cela signifie les comprendre avant de les exprimer. Un stoïcien ne réprime pas, il interprète. Un conscient ne s'éteint pas, il observe. Un leader n'explose pas, il décide quand parler et quand se taire. Contrôler ta réaction implique de comprendre que tout ne mérite pas une réponse. Beaucoup de gens parlent de leur douleur, pas de leur intention. Et si tu le prends personnellement, tu perds. Contrôler ta réaction signifie aussi être capable de mettre en pause l'impulsion de te défendre. Parce qu'il ne s'agit pas toujours de te défendre, mais de protéger ton énergie. La plupart des gens répondent par habitude, tu dois répondre par stratégie. La différence est abyssale. Dans ces secondes de pause, ton véritable entraînement interne se révèle. C'est là que tu changes les modèles, que tu brises les cycles et que tu décides de ne pas répéter la même histoire émotionnelle encore une fois. L'impulsion veut crier, la conscience veut comprendre. L'impulsion veut attaquer, la conscience veut interpréter. L'impulsion veut montrer du pouvoir. La conscience sait que le véritable pouvoir n'a pas besoin de démonstration. Contrôler ta réaction n'est pas une reddition, c'est de l'intelligence émotionnelle à l'état pur. C'est regarder l'attaque, le commentaire, la provocation, la critique ou la déception et te dire à toi-même « je ne vais pas donner mon énergie ». C'est savoir que chaque réaction est un investissement et que tout ne mérite pas cette dépense. C'est te rendre compte que celui qui ne contrôle pas sa réaction finit par justifier ses erreurs, mais celui qui maîtrise sa réaction commence à construire de la cohérence. Et il y a quelque chose de plus profond. Quand tu contrôles ta réaction, tu découvres qui tu es sous l'impulsion. Tu te vois sans couche, sans filtre, sans masque. Tu découvres ce qui te fait mal, ce qui te dérange, ce qui t'active et ce qui te calme. Contrôler ta réaction te rend un étudiant constant de toi-même et c'est l'essence de la croissance. Pense à cela. Chaque fois que tu réagis sans penser, tu cèdes le contrôle. Chaque fois que tu réponds avec clarté, tu récupères du pouvoir. Tu n'as pas à gagner des disputes, tu as à gagner du contrôle interne. Et plus tu as de contrôle sur toi, moins le monde a de contrôle sur ta paix. Contrôler ta réaction te rend solide, quelqu'un qui ne tombe pas au premier coup, quelqu'un qui peut tenir le silence sans se briser. C'est la force qui distingue ceux qui vivent de l'impulsion de ceux qui vivent du but. 3. Fais de la solitude ta force. La vie est mieux comprise lorsque tu observes comment les gens agissent quand le bruit cesse. Beaucoup dépendent tellement du bruit externe que quand tout devient silencieux, ils se sentent nus. C'est comme être dans une pièce où toutes les voix, toutes les notifications et toutes les attentes s'éteignent. Et soudain, tu entends quelque chose qui a toujours été là, mais que tu ignorais. Ton propre esprit. La solitude est cet endroit où tu peux finalement t'écouter sans interférence, sans masque, sans distraction, sans filtre. Et bien que cela soit inconfortable au début, c'est aussi le seul espace où tu peux construire une véritable force. La plupart craignent la solitude parce qu'ils sont obligés de faire face à ce qu'ils évitent lorsqu'ils sont accompagnés. Peur, souvenirs, décisions reportées, blessures encore ouvertes. Tout ce que tu es là, sans permission. Mais ce n'est pas une punition, c'est une opportunité. La solitude révèle des choses que la compagnie cache. Elle te montre qui tu es quand personne ne te regarde, et cette version de toi est la plus honnête qui existe. Si tu apprends à vivre avec elle, tu deviens quelqu'un de dangereux dans le bon sens, quelqu'un qui n'a pas besoin du monde pour se sentir complet.
En solitude, tu découvres tes limites réelles, ta capacité interne, ton histoire émotionnelle et aussi ton pouvoir personnel. La solitude ne te brise pas, elle te polit. Elle ne t'éteint pas, elle t'ordonne. Elle ne te vide pas, elle t'éclaire. La raison pour laquelle beaucoup n'arrivent jamais à avoir de la clarté est parce qu'ils sont toujours entourés de bruit, de distractions, de personnes qui projettent leurs insécurités, d'environnements qui ne les laissent pas penser profondément. Lorsque tu choisis la solitude, tu choisis de te diriger vers la racine de ta vie, vers les parties qui définissent ton caractère et ton destin. Carl Jung expliquait que personne ne se trouve lui-même entouré de foule, que le voyage intérieur est un chemin qui se parcourt en silence. Dans ce silence, tu découvres l'ombre, mais tu découvres aussi la partie de toi qui veut grandir, la partie qui veut de l'ordre, de la discipline et de la cohérence. La solitude t'oblige à reconnaître ce qui te retient et ce que tu dois laisser derrière toi pour avancer. Et bien que cela fasse mal, cette vérité est plus libératrice que n'importe quelle compagnie qui ne fait que te distraire de toi-même. La puissance de la solitude est qu'elle te rend autonome. Une fois que tu as appris à être bien avec toi-même, personne d'autre ne peut t'offrir quelque chose que tu ne peux pas te donner toi-même. Tu ne cherches plus la validation, tu n'as plus besoin de trop expliquer, tu ne te brises plus quand quelqu'un part, parce que tu ne te quittes plus toi-même. Lorsque tu fais de la solitude ta force, tu découvres que tu n'es pas seul, tu es avec toi, et être avec toi est suffisant pour commencer n'importe quelle transformation. De plus, la solitude te prépare à mieux choisir les personnes. Lorsque tu vas bien avec toi-même, tu n'acceptes plus n'importe quelle présence, juste pour combler un vide. Maintenant tu évalues, tu filtres, tu observes. Tu comprends qui ajoute et qui draine, qui construit et qui détruit. La solitude t'enseigne que la compagnie ne doit pas guérir les blessures, elle doit accompagner les cicatrices déjà guéries. Fais de la solitude un territoire sacré, un espace où tu te retires pour réfléchir, pour recalibrer, pour prendre des décisions avec intelligence. La solitude bien utilisée te renforce tellement que lorsque tu reviens au monde, le monde ne pourra plus te sortir de ton centre. Tu deviens une personne ferme, stratégique, difficile à manipuler. Une personne qui n'a pas peur d'être seule n'a pas non plus peur de perdre quelqu'un. Et cette liberté émotionnelle est un type de pouvoir que peu osent cultiver. 4. Apprécie ta présence. La vie ressemble à une table où chaque personne apporte quelque chose. Présence, énergie, attention, temps, intention. Mais tout le monde n'apporte pas la même chose, ni avec le même poids. Il y a des personnes qui mettent tant de valeur sur la table qu'elles changent l'atmosphère dès qu'elles arrivent. Et il y en a d'autres qui, même si elles sont là, ne font pas de différence. La question est simple mais inconfortable. Qu'est-ce que ta présence représente ? Quelque chose de rare et précieux ou quelque chose de disponible et facile à ignorer ? Apprécier ta présence signifie comprendre que ton temps et ton énergie ne sont pas des pièces à donner, mais des ressources qui définissent ta vie entière. Beaucoup perdent de la valeur parce qu'ils sont disponibles pour tout le monde. Ils répondent immédiatement, expliquent trop, justifient chaque mouvement, donnent leur présence sans discernement, restent dans des endroits où ils ne devraient plus être. Lorsque ta présence est bon marché, les gens la traitent comme telle. Mais lorsque tu apprends à apprécier ta présence, le monde commence à se comporter différemment avec toi. Tu n'es plus quelqu'un que n'importe qui peut consommer émotionnellement. Tu es quelqu'un qui se respecte, qui se réserve, qui décide où et quand apparaître. Apprécier ta présence commence par reconnaître ton propre poids. Il ne s'agit pas d'arrogance ou de vanité, il s'agit de comprendre que tout ce que tu fais, dis, acceptes ou permets crée une empreinte émotionnelle dans ton environnement. Ta présence modifie les dynamiques, influence les décisions, change les intentions. Mais si tu ne le vois pas, personne ne le verra. La présence est comme la lumière. Si tu l'utilises sans conscience, elle est gaspillée. Si tu la diriges avec intention, elle transforme. Carl Jung disait que ce que tu ne rends pas conscient te contrôle, et cela s'applique aussi à ta présence.
Si tu ne t'arrêtes jamais pour penser à l'impact que tu as, tu vis dans l'inconscience, donnant ton énergie à des situations, des personnes et des lieux qui ne la méritent pas. Lorsque tu commences à t'observer, tu découvres quelque chose de puissant. Toutes les conversations n'ont pas besoin de ta voix, toutes les discussions n'ont pas besoin de ta défense, toutes les personnes ne méritent pas l'accès à ton temps. Apprécier ta présence, c'est apprendre à choisir. Ta présence est plus que ton corps. C'est ton attention, ton calme, ton regard, ton silence, ton intensité, ta clarté. Lorsque tu es présent avec conscience, tout ce que tu dis a plus de force. Tout ce que tu tais a plus de sens. Tout ce que tu fais a plus d'impact. Mais pour atteindre ce niveau, tu dois apprendre à te retirer à temps, à ne pas trop t'exposer, à ne pas toujours vouloir plaire, à arrêter de prouver ta valeur pour simplement l'incarner. Il y a quelque chose que peu de gens admettent. La valeur de ta présence dépend aussi de ce que tu permets. Si tu acceptes les mauvais traitements, ta présence perd du poids. Si tu tolères le manque de respect, ta présence se dilue. Si tu expliques trop, ta présence devient légère. Mais si tu restes ferme, ta présence devient percutante. Lorsqu'une personne sait qu'elle peut perdre l'accès à toi si elle franchit certaines limites, ta présence devient importante par elle-même. Apprécier ta présence, ce n'est pas devenir inaccessible sans raison, c'est devenir conscient de ce que tu es et de ce que tu apportes. Lorsque tu le comprends, tu commences à entrer dans les lieux avec intention, non par nécessité. Tu commences à parler seulement quand cela en vaut la peine, non pour remplir des espaces. Tu commences à écouter avec un esprit clair, non avec de l'anxiété. Tu commences à te retirer lorsque tu remarques que ton énergie ne se déplace plus en cohérence avec l'environnement. Et une chose de plus, lorsque tu apprécies ta présence, tu attires ceux qui apprécient également la leur. Des personnes conscientes, équilibrées, profondes, capables de voir ce que tu apportes sans que tu aies à le crier. Ta présence devient un filtre naturel. Celui qui ne sait pas l'apprécier s'éloigne. 5. Dirige avec le silence. Le vrai pouvoir est comme un courant souterrain. Il ne fait pas de bruit, ne s'annonce pas, ne se vante pas. Mais il déplace des montagnes depuis le bas. C'est ainsi que fonctionne le leadership silencieux. Invisible pour ceux qui cherchent du spectacle, évident pour ceux qui savent t'observer. Diriger depuis le silence ne signifie pas se taire, mais diriger depuis la cohérence, depuis la présence, depuis la discipline interne. C'est te gouverner d'abord pour que tes décisions, ton énergie et ta façon d'être dans le monde inspirent plus que n'importe quel discours. Beaucoup de gens confondent le leadership avec le fait d'être vu, entendu ou applaudi. Comme si la validation externe était une garantie d'autorité. La vérité est autre. Les leaders les plus forts ne sont pas ceux qui parlent le plus, mais ceux qui vivent ce qu'ils disent. Lorsque tu diriges depuis le silence, tu le fais depuis la constance, depuis le caractère, depuis l'autocontrôle. Tu n'as pas besoin de t'imposer car ta présence communique déjà plus que tes mots. Et ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut atteindre. Le leadership silencieux naît lorsque tu cesses de chercher à convaincre et que tu commences à construire par l'exemple. N'importe qui peut parler, maintenir une vie cohérente et pour quelques-uns. Lorsque tu diriges avec le silence, tu deviens quelqu'un de fiable, quelqu'un de solide, quelqu'un qui ne réagit pas au chaos mais qui l'ordonne de l'intérieur. Ton calme devient une référence, ton attitude un guide, ton autocontrôle une invitation pour que les autres s'organisent émotionnellement autour de toi. Carl Jung expliquait que l'inconscient détecte la cohérence avant même l'esprit rationnel. C'est pourquoi, lorsqu'un leader silencieux entre dans une pièce, l'énergie change sans qu'il ait dit quoi que ce soit. Sa clarté se fait sentir, sa fermeté stabilise, sa sérénité affecte tout l'environnement. Non pas parce qu'il impose, mais parce qu'il incarne un ordre interne que les autres perçoivent. Et il est impossible de ne pas suivre quelqu'un qui est en contrôle de lui-même. Diriger avec le silence implique quelque chose de plus profond. Renoncer au besoin de démontrer le pouvoir. Celui qui a besoin de le démontrer ne l'a pas. Celui qui l'a le reflète sans parler. Lorsque tu diriges depuis ton centre, tu ne te bats pas.
Tu ne cherches pas à être le plus fort, tu n'humilies pas, tu ne te vantes pas. Tu avances simplement avec direction. Les gens suivent naturellement celui qui sait où il va, pas celui qui crie le plus. De plus, le leadership silencieux te protège. Lorsque tu ne révèles pas tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, tout ce que tu prévois, tu évites que les autres utilisent tes informations contre toi. La discrétion n'est pas de la méfiance, c'est de la stratégie. Tout le monde ne doit pas connaître tes pas, tes blessures ou tes intentions. Les leaders silencieux comprennent que beaucoup de batailles sont gagnées sans que personne ne voie le processus. Ils n'observent que le résultat final. Et il ne s'agit pas de disparaître ou de devenir distant. Il s'agit de choisir quand parler, comment parler et quoi parler. Il s'agit de parler moins et de faire plus. Il s'agit que tes décisions parlent pour toi, que ta vie soit un message, que ta conduite soit ton enseignement. La parole perd de sa force lorsqu'elle n'est pas soutenue par des actions, mais lorsque l'action et le silence sont alignés, ton pouvoir devient incontestable. Diriger avec le silence signifie aussi supporter l'incompréhension. Celui qui dirige sans s'expliquer à chaque étape est souvent critiqué par ceux qui ont besoin de bruit pour se sentir en sécurité. Mais ta mission n'est pas de plaire, c'est d'avancer. Ce n'est pas de donner des explications, c'est de maintenir la direction. La clarté est pour toi, pas pour tout le monde. Et tant que tu l'as, le bruit externe perd de son poids. Être un leader silencieux te rend difficile à manipuler. Tu ne réagis pas par impulsion, tu ne révèles pas tes faiblesses, tu ne dépends pas de la reconnaissance. Tu agis depuis la stratégie, depuis la maturité, depuis la conscience. 6. Regarde ton ombre. Chaque personne marche avec une lumière qui montre ce qu'elle veut enseigner et avec une ombre qui révèle ce qu'elle essaie de cacher. C'est comme marcher avec le soleil derrière toi. Tu avances en ne voyant que ce qui est devant tes yeux, mais l'ombre te suit, t'accompagne, te trahit. L'ignorer ne la fait pas disparaître, cela la rend seulement plus grande. Regarder ton ombre signifie oser voir ces parties de toi qui te dérangent, celles qui te mettent dans des problèmes, celles qui affectent tes décisions sans que tu t'en rendes compte. La plupart des gens craignent leur ombre parce qu'ils la confondent avec quelque chose de mauvais. Ils pensent que regarder leurs insécurités, leur jalousie, leur orgueil, leur besoin d'approbation ou leur peur est un signe de faiblesse. Le contraire est vrai. En psychologie profonde, Carl Jung enseignait que l'ombre est la clé pour comprendre pourquoi tu réagis comme tu réagis, pourquoi tu tombes dans les mêmes schémas, pourquoi tu répètes des relations qui te blessent ou des situations qui t'épuisent. L'ombre n'est pas ton ennemi. C'est ta carte. Regarder ton ombre exige une honnêteté brutale envers toi-même. Cela nécessite que tu acceptes que certains comportements proviennent de blessures non résolues, d'attentes nuisibles, de trahisons qui font encore mal, d'histoires que tu n'as jamais traitées. Cela nécessite de reconnaître que parfois le problème n'est pas le monde, mais ce que le monde active en toi. L'ombre te montre que tu n'es pas une victime, tu es un participant. Et à partir de là, tu peux changer. L'ombre te révèle aussi tes forces cachées. Beaucoup de tes capacités naissent dans les endroits où tu as souffert. Ta discipline, par exemple, peut venir de moments où tu as perdu le contrôle. Ta force, des jours où personne ne t'a soutenu. Ton intuition, des fois où tu as ignoré des signes. Tout dans l'ombre n'est pas obscurité, c'est aussi un fichier. C'est de l'information émotionnelle accumulée. C'est une connaissance qui attend d'être utilisée avec conscience. La regarder ne signifie pas te juger. Cela signifie te comprendre. Cela signifie te demander pourquoi le succès de quelqu'un te dérange tant, pourquoi le silence d'une autre personne te désespère, pourquoi certains commentaires t'agitent, pourquoi tu as besoin de prouver tant, pourquoi il est difficile pour toi de fixer des limites. Chaque réponse est une pièce de ton ombre, et lorsque tu l'intègres, lorsque tu la reconnais comme une partie de toi, elle cesse de te contrôler depuis l'arrière. Celui qui regarde son ombre devient une personne dangereuse, parce qu'une personne consciente de ses faiblesses cesse de tomber dans des pièges. Une personne qui comprend ses blessures ne se laisse plus manipuler par les mêmes dynamiques de toujours.
Une personne qui accepte son obscurité éclaire sa vie avec plus de précision. L'ombre ne s'élimine pas, elle s'intègre, et en l'intégrant, tu deviens une personne complète. Regarder ton ombre est un acte de courage. Tout le monde ne le fera pas, car il faut du courage pour accepter ce qui fait mal, pour lâcher ce qui te rendait confortable et pour te reconstruire avec clarté. Mais celui qui le fait se transforme en quelqu'un de solide, de profond et difficile à briser. Parce que l'ombre, lorsqu'elle est regardée en face, cesse d'être une menace et devient un outil. 7. Élève tes standards. La vie ressemble à une porte automatique. Elle ne s'ouvre que lorsqu'elle détecte quelque chose qui s'approche avec suffisamment d'intention. Si tu t'approches sans conviction, elle reste fermée. Si tu t'approches avec hésitation, elle ne te reconnaît même pas. Tes standards fonctionnent de la même manière. Ils se ferment pour ce qui n'est pas à ton niveau et ne s'ouvrent que pour ce qui est vraiment aligné avec toi. Élever tes standards n'est pas un acte d'arrogance, c'est un acte de protection. C'est décider que ton énergie, ton temps et ta paix ne seront pas à la portée de n'importe qui. Beaucoup vivent avec des standards si bas qu'ils acceptent des miettes émotionnelles, des amitiés qui n'apportent rien, des relations sans profondeur et des opportunités qui ne les défient pas. Ils pensent que se contenter est une forme d'humilité, mais ce n'est pas le cas. Se contenter, c'est renoncer à ce que tu es capable de construire. Élever tes standards signifie comprendre que ce que tu permets reflète ce que tu crois mériter. Si tu permets peu, tu recevras peu. Si tu permets le respect, tu recevras le respect. Si tu permets la croissance, tu attireras la croissance. Carl Jung expliquait que tout ce que tu tolères, sans questionner, finit par façonner ton destin. Si tu tolères le désordre, ta vie devient chaotique. Si tu tolères le désintérêt, tes relations deviennent vides. Si tu tolères les traitements injustes, ton énergie devient lourde. Élever tes standards signifie filtrer ce qui t'entoure avec une conscience plus fine. Tout n'est pas digne de ta présence. Tout ne mérite pas ton engagement. Tout ne doit pas franchir ta frontière émotionnelle. Quand tu élèves tes standards, tu perds des personnes, mais tu trouves une direction. Ceux qui peuvent maintenir le rythme restent. Ceux qui ne veulent pas grandir partent. Tu ne dois pas craindre ce processus, car c'est un nettoyage naturel. Les bonnes connexions ne ressentent pas tes standards comme un fardeau, mais comme une invitation. Car ceux qui grandissent aussi reconnaissent la valeur de quelqu'un qui ne se contente pas du minimum. Élever tes standards implique également d'élever ta propre conduite. Tu ne peux pas demander du respect si tu ne te respectes pas. Tu ne peux pas demander de la clarté si tu continues à nourrir le chaos. Tu ne peux pas demander de la loyauté si tu continues à douter de tes propres décisions. Des standards élevés exigent des habitudes élevées. Ils exigent de la discipline, de la cohérence et une vigilance constante sur ton propre comportement. Quand tu élèves tes standards, ta vie cesse d'être gouvernée par le besoin et commence à être guidée par le choix. Tu n'acceptes plus n'importe quoi juste pour ne pas être seul. Tu ne restes plus là où tu ne grandis pas. Tu ne négocies plus ta valeur pour t'intégrer. Tu commences à bouger à partir d'une force intérieure qui se ressent dans ta posture, dans ton silence, dans ton regard. Élever tes standards te transforme en quelqu'un qui ne se vend pas à bas prix, quelqu'un qui ne se modifie pas pour plaire, quelqu'un qui sait qui il est et ce qu'il mérite. 8. Influence avec ton absence. Certaines personnes ne comprennent pas la valeur de ta présence jusqu'à ce que le silence que tu laisses commence à peser plus que tes mots. C'est comme éteindre le moteur d'une machine qui fait du bruit depuis des années. Au début, tout semble normal, mais ensuite on ressent un vide étrange, un manque de vibration, une absence qui révèle combien tu soutenais sans t'en rendre compte. Influencer avec ton absence signifie comprendre que, parfois, se retirer n'est pas perdre du pouvoir, mais le récupérer. La plupart des gens pensent que pour influencer, il faut être présent tout le temps, intervenir dans chaque conversation, démontrer sa valeur dans chaque espace. Mais une présence constante peut te rendre invisible. Quand tu es toujours là pour tout le monde,
tu cesses d'être spécial. Quand tu dis toujours oui, ton oui perd de sa force. Quand tu es toujours disponible, ton essence perd de son poids. L'absence stratégique redonne cette force, ce magnétisme, cet impact qui n'apparaît que lorsque tu laisses de l'espace pour que les autres ressentent ce que tu es sans t'avoir en face. Influencer avec ton absence implique de retirer ton énergie quand elle n'est plus valorisée. Ce n'est pas une punition, c'est de la clarté. C'est te rendre compte que l'insistance épuise, que l'explication fatigue, que la justification t'affaiblit. Au contraire, t'éloigner te ramène à toi. Il te donne de la perspective, il te donne le contrôle, il te montre qui t'apprécie vraiment et qui n'appréciait que ta disponibilité. Carl Jung disait que ce que nous retirons de la conscience revient transformé. L'absence agit de la même manière, elle transforme les relations, clarifie les intentions, révèle les vérités. Quand tu t'absentes, les autres commencent à remarquer des détails qui passaient inaperçus. Ton calme, ton soutien, ton intelligence émotionnelle, ton énergie, ta présence. Des choses qui semblaient normales auparavant sont maintenant essentielles. C'est ça l'influence. Tu n'as pas à demander le respect, tu n'as pas à exiger la reconnaissance. Ton absence parle pour toi. Influencer avec ton absence ne signifie pas disparaître sans raison ni manipuler les émotions. Cela signifie avoir la maturité de s'éloigner lorsque l'environnement cesse d'être cohérent avec ta croissance. Cela signifie ne pas se battre là où il n'y a pas de réciprocité. Cela signifie ne pas t'épuiser là où on ne t'écoute plus. Cela signifie partir avant de te perdre. Et cette décision, bien que beaucoup ne la comprennent pas, crée un message silencieux qui a plus d'impact que n'importe quelle confrontation. Le plus puissant de l'influence avec ton absence est qu'elle te reconnecte avec toi-même. Tu commences à valoriser ton énergie, ton temps, ta tranquillité. Tu commences à sentir que tu reviens à ton propre axe. Tu commences à remarquer comment l'esprit se clarifie quand tu t'éloignes des personnes qui te confondaient. Tu commences à voir comment ton estime de toi grandit quand tu arrêtes d'investir dans ce qui ne répond pas. Et quand tu reviens, si tu décides de revenir, tu le fais à partir d'un lieu de pouvoir, pas de manque. L'absence stratégique te rend inoubliable, non pas parce que tu cherches à attirer l'attention, mais parce que ton silence ordonne, ton absence organise, ta distance nettoie. Ta décision de t'éloigner oblige les autres à se regarder et à se demander ce qui a changé, ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils ont cessé de valoriser. L'influence dans sa forme la plus pure. 9. Dominez-vous d'abord. Le vrai pouvoir ressemble à tenir une bête sauvage à main nue. Il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Ce ne sont pas les gens, ce ne sont pas les circonstances, ce n'est pas le destin, c'est votre esprit, votre élan, votre peur, votre colère, votre besoin d'avoir raison. La bête, c'est vous, et si vous ne la dominez pas, elle dirige votre vie par instinct, pas par conscience. Se dominer d'abord signifie devenir le maître de cette force intérieure, pas son prisonnier. Beaucoup de gens veulent contrôler la vie, contrôler les autres, contrôler les résultats, contrôler les émotions des autres. Ils essaient de gouverner l'extérieur sans s'être gouvernés eux-mêmes. Et c'est la racine du chaos. Si vous ne vous contrôlez pas, n'importe quel mot vous déstabilise, n'importe quel rejet vous brise, n'importe quelle perte vous enfonce, n'importe quelle frustration vous fait exploser. Vous vivez en réagissant, pas en choisissant. Vous vivez en survivant, pas en créant. Le premier signe de maîtrise intérieure est votre réponse émotionnelle. Non pas parce que vous ne ressentez pas, mais parce que ce que vous ressentez ne vous entraîne plus. Vous êtes capable de respirer avant de réagir, capable d'identifier si votre douleur vient du présent ou d'une vieille blessure, capable de reconnaître quand vous êtes sur le point de dire quelque chose qui ne représente pas votre niveau. Ce self-control ne vous enlève pas votre humanité, il vous donne du caractère. Se dominer implique aussi d'être capable de discipliner votre esprit quand il veut prendre la voie facile. L'esprit cherchera toujours le confort, la validation immédiate, la gratification rapide.
Il veut éviter le silence, la solitude et la responsabilité. Mais la maîtrise intérieure exige de faire ce que vous devez, pas ce que vous voulez sur le moment. Chaque fois que vous choisissez la discipline sur l'impulsion, vous renforcez le muscle du self-control. Une autre partie clé de se dominer est d'arrêter de lutter contre tout. Beaucoup de batailles n'existent qu'en vous. Vous vous disputez avec vous-même, vous vous expliquez plus que nécessaire, vous vous punissez pour des erreurs, vous vous comparez à tout le monde, vous vous exigez l'impossible. Se dominer signifie arrêter ce bruit, mettre de l'ordre dans votre conversation intérieure, reconnaître que votre esprit peut être votre pire ennemi ou votre meilleur allié. La différence réside dans le fait de le diriger ou de le laisser libre. Les gens qui ne se dominent pas eux-mêmes ont tendance à perdre des opportunités